Et la gastroentérite est un fléau pendant l'hiver. Elle s'attrape très facilement sans prévenir et nous cloue à la maison pendant quelques jours. Alors forcément, au moment des fêtes, c'est pas très agréable. Elle est gênante, handicapante, plus que dangereuse d'ailleurs. On va voir ça avec le docteur Gérald Kierzek. Vous faites un petit peu dangereuse, la tête. Dangereuse, non, je dirais pas ça, parce que l'immense majorité des cas, ça dure quelques jours, Ouais. et puis ça se tombe souvent au mauvais moment. C'est dangereux chez les plus fragiles. Comme tous ces virus, c'est dangereux par les conséquences que la gastroentérite va C'est-à-dire provoquer. les personnes les plus âgées. Oui, c'est la déshydratation. En fait, le risque de la gastroentérite aiguë, c'est de se déshydrater. Mais il n'y a pas de complications particulières en dehors de cette déshydratation. Et vous et moi, on va bien tolérer. Par contre, quelqu'un qui a une insuffisance rénale ou qui est déjà fragile, ou les enfants, les nourrissons, vont se déshydrater plus vite. Et c'est là où ça peut devenir dangereux. Mais heureusement, la majorité des gastroentérites aiguës, ça passe avec quelques mesures hygiéno-diététiques. Comme on dit, il n'y a même pas besoin de médicaments. Pourquoi ? Parce que la gastroentérite, c'est un virus. Alors, c'est un ou des virus. Alors, il y a plusieurs virus. Généralement, il y a le rotavirus chez les plus petits, qui est un virus tout à fait banal et qui va se transmettre malheureusement sur les jouets, par les mains, sur les poignées des toilettes, dans les assiettes ou quand on partage les verres. Et puis, il y a d'autres types de virus, notamment chez les plus grands, mais enfin, ça reste des virus simples qui vont passer tout seuls et qu'il va falloir casser en termes de cycle de contamination, puisque l'objectif, c'est d'éviter de le passer à son voisin ou à des membres de sa famille. On en est où là d'ailleurs de l'épidémie? Alors, Elle est en cours en ce moment? Je vous ai apporté la météo, je vais faire mon Laurent Cabrol, la météo de la gastroentérite. Non mais c'est pas une blague, hein. Il y a des cartes, bien etc. sûr, bien sûr, on découvre tout ça sur Internet. Vous pouvez tous aller voir sur l'Institut de veille sanitaire. Donc là, il y a un bulletin hebdomadaire toutes les semaines. Donc le dernier en date sur la gastroentérite aiguë montre qu'il y a une activité de consultation en médecine générale qui est modérée. Donc on n'est pas encore au-dessus du seuil épidémique. Et le virus qui circule, c'est pas le rotavirus, mais c'est le norovirus en ce moment, puisque 63% des épisodes de cas groupés sont positifs à norovirus. J'allais dire peu importe, parce qu'à chaque fois que vous avez une gastroentérite en médecine générale ou aux urgences, on va pas vous faire un prélèvement. Mais quand ces prélèvements sont faits, voilà, la majorité c'est plutôt du norovirus. Il est plus ou moins grave que l'autre? C'est pareil, les conséquences, c'est exactement la même chose. Et surtout, il n'y a pas de traitement, ou en tout cas, contrairement à des bactéries où il y aura un traitement par des antibiotiques. Vous savez, Thomas, que les antibiotiques, c'est pas automatique. Et on a bien surtout retenu que ça la ne leçon. marche pas sur les virus. Donc vraiment, ça ne sert à rien de mettre des antibiotiques sur une gastroentérite. Donc on est sur un taux d'incidence qui est en dessous du seuil épidémique. Le climat joue probablement, et puis on sait très bien que ça va arriver malheureusement. Et les fêtes vont peut-être aggraver la situation. Vous dites pas d'antibiotiques, pas de médicaments en particulier, et peut-être même pas de visite chez le médecin? Pas forcément de visite chez le médecin, si c'est bien toléré, si vous n'avez pas de pathologie particulière, si vous n'êtes pas un nourrisson de moins de 6 mois et que vous ne perdez pas, et chez l'enfant il faut surveiller le poids, il faut surveiller la déshydratation, et notamment au-delà de 10% de perte de poids d'un enfant, donc il faut le peser régulièrement, il faut l'hydrater, et si l'enfant perd plus de 10% de son poids, là il faut consulter effectivement, parce que la déshydratation est embêtante. En revanche, quelqu'un qui est en bonne santé, une fois qu'il a contracté la maladie, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est une diète digestive et l'hydratation. Donc les apports hydriques, c'est fondamental, il faut boire jusqu'à 1,5 litre, 2 litres d'eau qui est riche en sodium. Alors on dit souvent, est-ce qu'il faut prendre du Coca-Cola, ou d'autres sodas sucrés? Pas forcément. C'est-à-dire que c'est un conseil qui est souvent donné, mais qui ne repose pas sur des recommandations médicales, parce que le Coca-Cola n'est pas le meilleur soluté de réhydratation. C'est moins bien que l'eau. C'est moins bien en termes de teneur en sodium également. Et puis surtout, ça risque d'aggraver les phénomènes digestifs, notamment les diarrhées. Oui, mais il y a des bulles quand même. Oui, mais il y a des bulles. Mais justement, ce qu'on conseille, c'est de toute façon de ne pas prendre le soda avec les bulles et avec le gaz, parce que ça va aggraver les symptômes. Voilà. Donc il faudrait le dégazéifier. Le débuler, le dégazéifier. Et puis surtout, il y a une hyperosmolarité. C'est-à-dire que les protéines et la teneur en protéines du Coca-Cola fait que ça pourrait aggraver les systèmes d'échange au niveau de la membrane digestive. Donc franchement, la idée règle reçue alors. C'est plutôt une recette de grand-mère à ne pas suivre. D'accord, donc de l'eau. On boit de l'eau. Plutôt de l'eau avec de l'eau riche en sodium, ça marche bien. Elisabeth Assayag. De l'eau et l'eau de riz, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Alors, il y a de l'eau de riz où il y a des bouillons salés qui sont très bien aussi. Les bouillons salés qui permettent d'apporter du sodium. L'eau de riz à condition qu'il y ait un peu de sodium aussi, qu'il y ait un peu de sel. L'eau de riz, c'est l'eau qu'on récupère après avoir fait cuire du riz. Exactement. Ouais, alors ce qu'il y a, c'est et que... on rajoute du sel. C'est buvable ça? Et on rajoute du sel. C'est surtout le sel qui est important. C'est surtout le sodium. On peut prendre des tisanes légèrement sucrées aussi. Et puis j'allais dire, tout dépend ce que vous tolérez. C'est-à-dire qu'une diète digestive est fondamentale les premiers jours. Alors c'est là où le riz peut être intéressant après en réintroduction de l'alimentation. Et puis chez les plus petits, vous allez trouver des solutés de réhydratation oraux qui vont permettre de réhydrater les nourrissons. Docteur Catherine Solano. Oui, je voulais poser la question sur les solutés de réhydratation. Justement, ça s'achète en pharmacie et ça se met dans l'eau.
Oui, ça s'achète en pharmacie. C'est des Qu'est-ce que sachets c'est qui permettent, et ça se met dans l'eau, et ça permet de réhydrater, d'apporter le sodium, d'apporter les minéraux et éviter la enrichit l'eau qu'on boit, déshydratation. finalement. Exactement. Et puis après, il y a les petits moyens les médicaments. Il y a le paracétamol si vous avez de la fièvre, la gastroentérite, ça peut s'accompagner de fièvre. Et puis vous pouvez avoir un certain nombre de médicaments si vous avez des nausées qui sont sur ordonnance ou sans ordonnance. Votre pharmacien là aussi va pouvoir vous les conseiller. Et le régime alimentaire, il faut se cantonner au départ, sans mauvais jeu de mots, avec du riz, pas cantonné, mais du riz blanc. Des Se cantonner au riz, c'est ça que vous venez de dire. C'est ça, je venais de dire. J'essayais. Voilà. Et vous pensez que ça passerait inaperçu? Des pâtes, un peu de pommes de terre, évitez tout ce qui est en sauce, évitez évidemment, et puis vous n'aurez même pas envie d'en manger. Donc c'est diète. Finalement, si c'est avant les fêtes, c'est pas mal. Ça peut faire un petit régime juste avant d'aller manger. Et puis il faut se réalimenter progressivement. Elisabeth Assayag. Vous parlez de la gastro pendant les fêtes, mais je pensais aussi à l'intoxication alimentaire ou le fait d'avoir trop mangé là pendant ces périodes de fêtes. La crise de foie, on en parlera d'ailleurs cette semaine. Est-ce que c'est le même traitement? Il y a 3 choses. Il y a 1, la gastroentérite virale. 2, il y a les intoxications alimentaires qui peuvent être virales ou qui peuvent être bactériennes. Et ça peut être, on parle beaucoup des salmonelloses par exemple, mais ça c'est autre chose. C'est qu'il y a eu une bactérie qui est venue contaminer. Et là, ça peut être beaucoup plus embêtant. C'est du staphylocoque si c'est de la salmonelle. Et puis la troisième chose, c'est la crise de foie entre guillemets, parce que ça n'existe pas vraiment la crise de foie. Oui, qui ne correspond pas à grand chose finalement quand on dit une crise de foie. On en parlera cette semaine, mais c'est un mal très français. Et quand on regarde ailleurs dans la littérature internationale, les Américains par exemple ne connaissent pas la crise de foie. Par contre, qu'on est trop mangé, trop gras, etc. Ça peut donner des troubles digestifs. Surtout, ce qui est fondamental dans la gastroentérite virale, et on parle bien du virus, c'est une fois qu'on l'a contracté, c'est d'éviter tout contact avec ses proches, d'éviter de leur contracter la maladie à leur tour. Donc ça veut dire qu'il faut éviter de s'embrasser, de se prendre par la main. Ça, c'est les contacts directs. Mais il faut éviter aussi les brosses à dents dans le même verre, parce que ça, c'est quelque chose qui va... On ne pense pas forcément. Et ouais, parce qu'à la salle de bain, les brosses à dents vont se toucher et ça risque là de contaminer. Et puis, les choses tout bêtes, on a tous un stylo, on va le porter à la bouche, on va toucher un distributeur. Comment? Pas nous, non. Moi, j'ai un petit réflexe, je mâchouille un peu les stylos. Donc ça, vous le posez. Voilà, forcément, c'est un vecteur de virus. Donc on pense aussi aux poignées de porte. Oui. On s'en sort pas là. Et bien les poignées de porte, et c'est important, c'est ce qu'on appelle les barrières universelles. Ça marche pour les virus de la gastroentérite, mais ça marche pour tous les virus, y compris les virus, vous savez, rhinopharyngés, les contaminations ORL. Un réflexe tout bête quand vous lavez les mains, on l'avait déjà dit, mais vous ouvrez le robinet, donc vous avez potentiellement contaminé le robinet. Et bien vous laissez couler une fois que vous êtes lavé les mains avec du savon correctement. Vous prenez une serviette en papier, vous séchez les mains, vous fermez le robinet avec la serviette en papier, comme ça c'est ce qu'on fait à l'hôpital, comme ça vous ne vous recontaminez pas. Et même, et c'est Julie qui le fait très bien et qui nous disait qu'elle gardait cette serviette là et qu'elle ouvrait le loquet de la porte avec, parce que quand on regarde un peu, et c'était le baromètre de l'Institut de prévention et d'éducation sanitaire, 40% des gens ne se lavent pas les mains avant de préparer la cuisine et 60% après les transports en commun. Et alors j'ai pas pris la statistique sur les toilettes, mais c'est quelque chose qui est aussi terrifiant. Donc les transports en commun, on prend tous le métro, le bus, on va tous s'accrocher, etc. Le bon réflexe, ça serait vous rentrer à la maison ou vous allez au boulot, et quand vous arrivez, c'est de vous laver les mains. Moi, la première chose que je fais quand j'arrive à l'hôpital, je me lave les mains, parce que évidemment 60% des gens ne le font pas forcément, et puis on se serre tous la main, on s'embrasse. Après les toilettes quand même. Je suis bien d'accord qu'il faut le faire après les toilettes, avant de manger, il faut le faire régulièrement. Il y a les solutés hydroalcooliques sans badigeonner de partout, mais ça peut être une solution alternative quand on n'a pas de point d'eau, et ça va éviter de contaminer. Mais donc ça se transmet bien, vous l'avez dit, par toutes les formes de contact. Ça se transmet par toutes les formes de contact. Les poignées de main, les bisous. Exactement. Et des petites choses auxquelles on ne pense pas toujours. Donc on s'essuie les mains avec des serviettes jetables, on rabat le couvercle des toilettes. Alors pardon, allez, on peut le dire, c'est 11h24, c'est pas encore midi. Pourquoi? Parce que quand on tire la chasse, il y a des projections de gouttelettes. Donc il faut rabattre l'abattant, le couvercle des toilettes pour éviter ces particules contaminantes. Et puis si on a 2 toilettes à la maison, on fait des toilettes dédiées à la personne qui est malade et on les passera à la javel aussi. Et puis si vous n'avez qu'un seul WC, bien sûr, il faut désinfecter régulièrement. Mais ça se transmet comme ça. Donc pour passer un bon réveillon, c'est des petites mesures universelles qu'il faut utiliser. Et puis on peut se faire vacciner. Alors pas vous, Thomas, parce que vous avez passé l'âge. C'est les moins de 6 mois. Vous avez passé les 6 mois. Oui, je le confirme. Donc voilà, il y a un virus qui est le rotavirus, et donc du coup il y a 2 vaccins oraux qui existent, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de piqûre. Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, donc les autorités sanitaires recommandent ce vaccin qui est sur le marché pour les moins de 6 mois. Après, ça ne sert pas à grand-chose, parce que de toute façon, la balance bénéfice-risque, on voit bien qu'il y a peu de risques finalement, si ce n'est chez l'enfant. Donc cette vaccination pour rotavirus, elle est disponible et elle existe. Et votre pédiatre ou votre médecin généraliste pourra vous la proposer. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette période de contamination.
Entendu. Catherine Solano. Oui, je voulais rajouter que toutes les gastroentérites ne sont pas forcément liées à des virus ou des bactéries. Il y a aussi des toxi-infections alimentaires, c'est-à-dire que si vous avez des aliments que vous remettez dans le frigo alors qu'il aurait fallu les consommer, les bactéries se multiplient dans l'aliment et fabriquent des toxines. Et donc là, vous allez avoir une gastroentérite dans les heures qui suivent, c'est-à-dire très vite, parce que c'est pas une bactérie qui se développe, c'est les toxines produites par la bactérie. Donc il faut faire très attention à la manière de traiter les aliments pendant les fêtes, surtout parce qu'on a des bonnes choses et on va les remettre au frigo, et si on les consomme trop longtemps après, si on les a manipulés avec les doigts, etc., on peut avoir une gastroentérite, mais très très vite après avoir consommé l'aliment. Alors là, tout le monde a la gastroentérite en même temps et c'est pas contagieux, c'est juste l'aliment qui n'a pas été bien Et d'ailleurs, c'est une conservé. bonne question. Si on est tous égaux face à la gastroentérite, Catherine dit que là, si on consomme ce plat, là, tout le monde l'aura. Alors, si c'est consommé, s'il y a une contamination par de la salmonelle ou par un staphylocoque, ça va être la caractéristique, c'est ce qu'on appelle une TIAC, T-I-A-C, une toxi-infection alimentaire collective. Ça veut dire qu'il y aura plus de 2 personnes, ce qu'on appelle des cas groupés, plus de 2 personnes qui ont mangé le même aliment qui seront contaminées. C'est pour ça que les pilotes d'avion, d'ailleurs, le pilote et le copilote ne Ils mangent pas la jamais même la même chose. chose. Parce que ça éviterait, ça évite des contaminations, des 2 cas un peu importants dans un Ouais, avion. au moins, il y en a un qui reste opérationnel. Et donc, on n'est pas tous égaux dans le sens où il y a des gens qui ont plus qui vont résister un peu plus à ces bactéries. Mais globalement, quand il y a une contamination comme ça, vous avez plusieurs membres de la famille qui risquent. Et juste sur la préparation des plats, il faut aussi penser à laver le plan de travail, laver le frigo et laver les planches à découper. Et éviter de découper des choses crues, par exemple du poisson ou des volailles crues, sans avoir nettoyé cette planche-là, voire même changé cette planche-là. Parce que vous savez, quand c'est en bois, il y a les petits Pas interstices. mélanger les Et planches c'est pour les différents difficile. éléments. Ah ouais. Oui, ou en tout cas, faut désinfecter, nettoyer et puis changer la planche parce qu'au bout d'un moment, ça contamine à l'intérieur, on peut même plus la nettoyer. Et là, pour le coup, le plastique, c'est parfois un peu plus sain que le bois.